Bonjour à tous, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer un peu comment faire pour aboutir à un commentaire un peu plus développé que ce que vous avez fait, notamment sur la première image de la séance numéro 4. D'abord quelques mots sur Raphaël, vous êtes allé chercher des renseignements sur Wikipédia bien souvent. Ce que je vous demande de retenir sur cet artiste, c'est que c'est un peintre et un architecte italien de la haute Renaissance, donc la Renaissance c'est le XVIe siècle, qu'il apprend son art déjà auprès de son père et que très doué, il va rapidement intégrer l'atelier du Pérugin, qui est un autre artiste de la Renaissance qui est très célèbre, et ce dès l'âge de 11 ans, donc même avant votre âge ou à peu près à votre âge. Il devient son propre maître avec son propre atelier dès 1500 et il va en fait décorer des églises, des palais. Quelques-unes de ses œuvres sont très célèbres et je suis à peu près convaincue que vous connaissez au moins celle-ci, qu'on appelle la Madone Sixtine, qui a été réalisée en 1512. C'est une peinture qui est conservée en Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un détail de cette peinture qui est reproduit dès que vous allez en Italie, quelle que soit la ville d'ailleurs d'Italie que vous visitez, vous allez avoir une carte postale avec les deux petits chérubins qui sont en bas du tableau. Alors vous ne connaissez peut-être pas le tableau dans son entièreté, mais vous connaissez au moins ce détail. Je vous ai choisi ensuite un autre portrait il s'intitule La Madone à la prairie. Et je l'ai choisi parce que d'abord, il a été réalisé à la même époque que le tableau sur lequel on va travailler, et ensuite parce qu'il peut peut-être vous faire penser à une autre œuvre célèbre réalisée à la même époque également par un autre peintre. Le peintre, c'est Léonard de Vinci, et la peinture, c'est celle-ci, c'est la Joconde. Et vous voyez qu'on retrouve un portrait de femme qui ressemble à une Madone. Alors c'est moins clair pour la Joconde, elle n'a pas d'enfant près d'elle, mais tout de même. Et puis vous retrouvez cet arrière-plan naturel avec un plan d'eau derrière le visage ou derrière le buste de la jeune femme. Et on retrouve un peu les codes, si vous voulez, de la peinture de l'époque. Même si chaque peintre, que ce soit Raphaël ou que ce soit Léonard de Vinci, a sa patte bien particulière qui nous permettent de différencier justement leur style et leurs œuvres. Je vous ai sélectionné un dernier tableau qui s'appelle l'École d'Athènes. Alors il est un peu différent parce qu'on n'est plus dans des sujets religieux comme on a vu jusqu'à présent, mais là ici on a un sujet antique qui est représenté, à savoir les penseurs de l'Antiquité, les penseurs grecs de l'Antiquité. Ce tableau il est très impressionnant, notamment par sa taille. C'est une énorme fresque qui fait 4 mètres sur 7 mètres de haut, 4 mètres de long. Là vous voyez à gauche c'est une porte, donc ça vous donne un peu l'idée des dimensions. Et il est particulièrement bluffant par sa maîtrise de la perspective. La perspective justement c'est la Renaissance qui apporte, si vous voulez, cette science à la peinture et qui va permettre de jouer sur la profondeur, alors qu'au Moyen-Âge, en fait, pour jouer sur la profondeur, on jouait simplement sur la taille. Donc là, on a vraiment l'art de la peinture qui se perfectionne et les maîtres qui deviennent de plus en plus habiles dans leur observation de la nature et dans leur maîtrise tout simplement de la peinture. Simplement là, si je grossis un peu le tableau, vous pouvez voir les lignes de fuite qui sont absolument magnifiques, parfaitement maîtrisées. Et vous voyez là le degré de détail quand je me balade sur la fresque. Vous avez un nombre d'éléments, on peut passer des heures et des heures à regarder ce tableau. Ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est donc le titre, l'École d'Athènes. L'époque, on est toujours au début de la Renaissance, au début du XVIe. Sachez qu'elle est conservée au Vatican, au musée du Vatican, et que c'est une fresque donc dont les dimensions sont absolument exceptionnelles. Pour revenir à notre tableau, au tableau qui nous intéresse, Saint-Georges et le Dragon, donc cette œuvre a été réalisée en 1506. C'est une huile sur toile qui est conservée à Washington. Alors Gabriel Ita s'est amusé à retracer un peu le parcours de l'œuvre. En fait, on le retrouve sur Wikipédia, c'est une information qu'on trouve assez facilement. Le tableau, il a beaucoup voyagé.
Il a d'abord été offert au roi d'Angleterre, puis il est passé de main en main. Il a ensuite été acheté au XVIIIe siècle, pour ne citer qu'un exemple de propriétaire, par l'impératrice de Russie. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et vous le savez, il se retrouve maintenant, il a été donné à un musée des États-Unis de Washington. Je vous avais demandé de faire une petite recherche sur Saint Georges pour comprendre un peu le contexte. Donc Saint Georges, c'est un chrétien de la fin du IIIe siècle et du début du IVe siècle, après Jésus-Christ. Et c'est une période en fait importante, puisque vous savez que depuis la 6e, normalement, que le christianisme est né au 1er siècle, après Jésus-Christ, et pendant plusieurs siècles, 2 religions vont se faire concurrence, la religion monothéiste chrétienne et la religion polythéiste romaine. Les empereurs romains d'Occident puis d'Orient vont voir dans les chrétiens une menace, puisqu'ils refusent de vouer un culte au dieu de la religion romaine, et puis aussi d'honorer les empereurs, qui sont normalement eux-mêmes directement aussi connectés au dieu romain. Donc ils vont demander à ce que les chrétiens soient persécutés, et notamment, à cette époque-là, c'est un certain Dioclétien, qui est l'empereur romain d'Orient, qui va être l'initiateur de beaucoup de persécutions. C'est une époque qu'on appelle la Grande Persécution, et Saint Georges va être l'un de ces martyrs. Saint Georges, il est important parce que, notamment pour nous, là en français, parce que c'est le saint patron de la chevalerie chrétienne. Or, nous allons bientôt travailler sur les chevaliers du Moyen-Âge, et c'est pour ça que je vous ai fait lire Tristan et Iseult. Alors maintenant, on va essayer de décrire l'œuvre à proprement parler. Vous l'avez fait, mais très rapidement, beaucoup trop rapidement, et je voudrais vous apprendre à regarder un tableau dans le détail. Quand on écrit un commentaire d'œuvre, on décrit déjà de manière très générale. Ça veut dire qu'on va parler du format. Là, vous avez un format vertical qu'on appelle le format portrait. Si le tableau était tourné à l'horizontale, on parlerait de format paysage. Et les dimensions du tableau ici sont intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus réduites que par exemple la fresque dont j'ai parlé tout à l'heure. On a un format de 28 cm sur 21, c'est tout petit, c'est même plus petit, c'est à peu près le format d'une feuille A4 que vous utilisez régulièrement. Donc ça vous permet de vous imaginer un petit peu la taille du tableau. Ça explique aussi peut-être pourquoi il a tant voyagé. On a ici donc un portrait en pied de Saint Georges qui est en train de terrasser un dragon dans un décor extérieur. Ça, c'est une sorte de description très rapide. Mais après, il faut faire une description plan par plan en regardant le plus de détails possible. Alors, on va se concentrer sur le premier plan. Vous allez voir que je ne vais pas vous donner toutes les réponses, parce que le but de cette vidéo, c'est plutôt de vous guider pour vous permettre ensuite de me rendre un commentaire beaucoup plus complet que ce que vous avez fait. Au premier plan, on a les 2 personnages principaux, le dragon et Saint Georges. Or, ces 2 personnages sont totalement opposés. Opposés grâce aux couleurs. Le dragon est plutôt dans une couleur sombre, terne, et en plus il est plongé dans l'obscurité. Saint Georges, lui, est monté sur son cheval blanc, et en plus il a une armure qui reflète la lumière. On a une opposition aussi en ce qui concerne les positions des personnages. Là, je vous laisse observer et je vous laisse rédiger ce que vous pensez à propos de leur positionnement, lequel représente une position de force, lequel est en position de faiblesse, pourquoi. Je vous laisse rédiger ça tout seul, c'est facile. Ensuite, il y a d'autres éléments qui vont mettre en valeur le personnage, notamment de Saint Georges. Je vous laisse observer un peu plus en détail l'attelage du cheval. Regardez un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de son poitrail. Et puis, regardez également la tête de Saint Georges, ce que vous pouvez voir comme élément. Il y a des choses intéressantes à dire. Alors, simplement un petit détail à rajouter qui concerne l'armure de Saint Georges. Cette armure, telle que vous la voyez, ne peut pas exister au 5e siècle, au 4e siècle, c'est-à-dire à l'époque au cours de laquelle Saint Georges aurait vécu. C'est une référence plutôt à l'époque de Raphaël, puisque ces armures-là existent à la fin du Moyen-Âge, au XIVe ou XVe siècle. C'est très fréquent que les peintres de la Renaissance s'amusent à vêtir, si vous voulez, leurs personnages, parfois antiques, en tout cas plus anciens que leur époque, avec les costumes et les vêtements de la Renaissance ou du Moyen-Âge tardif. C'est une sorte de petite signature de la part de ces artistes. Ensuite, il faut aussi penser à regarder le second plan.
Donc au second plan, vous avez ce deuxième personnage qui est dans une position intéressante qu'il faudrait commenter. Il faut que vous regardiez aussi les détails, notamment ce que vous voyez autour de la tête du personnage. Pour le dernier plan, ce qu'on appellera l'arrière-plan, vous avez plutôt des éléments architecturaux. Alors, c'est pas très facile de les décrire en détail, mais l'élément qui est à gauche peut faire penser à quelque chose. C'est une interprétation en tout cas possible. Et ce qui est intéressant, si je reviens là au tableau dans son intégralité, c'est que finalement, le regard du spectateur va d'abord s'intéresser au premier plan, puis ensuite au second plan, puis il va se balader jusqu'à voir le dernier plan, l'arrière-plan. Et en fait, au fil des plans, Raphaël retrace toute l'histoire de la légende dorée que je vous avais mise en pièces jointes dans le contenu de cours de lundi. Donc j'aimerais bien que vous essayiez de comprendre la narration que fait Raphaël à travers sa peinture. Et vous essayez de me la retracer. Voilà pour les pistes que je peux vous donner pour faire un meilleur commentaire de ce tableau-là. J'attends vos retours. Je mettrai une petite note sur 10 qui sera comptabilisée dans la moyenne, dans la mesure où, de toute façon, même en classe, même si on avait été dans des conditions normales, vous auriez fait ce travail à la maison. Donc ça va être une note qui va valoriser votre moyenne, mais je vous invite à faire le travail. Si vous me le rendez, en revanche, petite précision, vous me rédigez intégralement le commentaire, vous essayez de limiter les erreurs d'orthographe, et vous essayez de me rendre quelque chose de propre, que ce soit tapé à l'ordinateur ou que ce soit écrit à la main, vous pouvez faire les deux, ça ne me pose aucun problème. Pensez à bien présenter les titres d'œuvres. Je vous rappelle que quand vous écrivez à la main, vous soulignez, et quand vous tapez à l'ordinateur, vous mettez en italique. Ne me mettez pas de guillemets, s'il vous plaît. Bon courage à vous!